Bonjour, bon après-midi et bonne soirée ici. Je m'appelle Sarah Harrison. Je travaille pour la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à ce titre, je suis également coprésidente du comité permanent interorganisation, groupe de référence sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Aujourd'hui, je vais vous parler et vous présenter une introduction sur les concepts de santé mentale et de soutien psychosocial, et en particulier dans des contextes humanitaires ou d'urgence. Tout d'abord, quels sont les besoins de santé mentale et psychosociale des enfants? Nous pouvons les décomposer en deux concepts, j'espère que vous les connaissez déjà. À gauche, vous pouvez voir qu'il y a ce qu'on appelle la fleur du bien-être, et cette fleur porte des pétales. Ces 7 pétales que vous pouvez voir représentent un domaine de bien-être particulier. Vous pouvez voir qu'il existe des domaines biologiques reliés à la santé physique. Donc si vous êtes physiquement en bonne santé, vous avez donc des aspects du bien-être du domaine matériel qui sont en relation avec vos besoins de base. Abri, accès à la nourriture, à l'eau, aux installations sanitaires, aux vêtements et aux produits non alimentaires. Water, sanitation facilities, clothing, non-food items as well. Vous avez également des aspects sociaux du bien-être, c'est-à-dire la capacité d'avoir des amis, de nouer des relations avec vos pairs, les membres de votre famille et également votre communauté en général. Il y a aussi des aspects spirituels du bien-être, qui sont très importants dans de nombreux contextes humanitaires à travers le monde. C'est la spiritualité qui correspond aussi bien à la religion formelle qu'à la foi ou au système de valeurs en vue. En fait, la spiritualité est importante en particulier en ce qui concerne les problèmes liés à la perte ou au chagrin, les problèmes liés aux périodes de deuil après la mort d'un être cher ou suite à la perte de votre maison, due probablement à une catastrophe naturelle. Il en est de même pour les célébrations de joie, par exemple, lorsqu'un enfant est né dans une famille, des baptêmes par exemple, ou des cérémonies d'initiation, les préparatifs d'un mariage ou de la remise des diplômes et de la rentrée, ou encore de la fin de l'année scolaire. Il y a aussi des aspects culturels du bien-être qui sont liés aux activités culturelles dans la société. Les traditions pratiquées, les blagues qui sont rencontrées entre les différents membres de la communauté, les rituels traditionnels particuliers aux jours de fête, la manière dont les célébrations se déroulent également, les espaces dédiés aux manifestations culturelles, tels que les centres communautaires ou les marchés. Il y a en plus des aspects mentaux du bien-être qui sont liés à la cognition, qui est en rapport avec votre cerveau et son développement sain. Cela inclut également les problèmes de santé mentale et autres handicaps. Par exemple, les personnes atteintes d'épilepsie ou les enfants ayant une déficience intellectuelle ou vivant avec l'autisme. Enfin, il y a des aspects émotionnels du bien-être. Cela inclut le bonheur, le rire et la joie, mais aussi la tristesse, le sentiment d'avoir perdu, les pensées négatives et les sentiments d'impuissance et de désespoir. Vous pouvez voir que tous les aspects du bien-être sont interdépendants, alors quand nous parlons du bien-être psychosocial, cela comprend tous ces 7 aspects. C'est une construction qui dépend beaucoup de la culture et du contexte où se produit l'urgence vécue par une communauté donnée et de l'expression du bien-être et de ses aspects importants définis culturellement par la communauté et dans certains cas par les familles au sein des communautés auxquelles elles appartiennent. Vous pouvez aussi constater qu'il y a un cercle à l'extérieur en rapport avec la sécurité et le développement. Et ce sont ces 3 prérequis, donc 3 domaines, qui doivent être réunis afin de garantir l'épanouissement du bien-être. Chacun d'entre nous éprouve un sentiment de bien-être. Vous pouvez voir un sentiment de bien-être négatif en relation avec la tristesse ou la perte ou une mauvaise santé physique. Et vous pouvez également avoir une sensation positive de bien-être. Ainsi, le bien-être est une construction qui fluctue. Et elle peut fluctuer au cours d'une journée ou pendant une période. Généralement, les personnes qui ont survécu à un événement ou à des événements tragiques, guerre, déplacement massif des populations, catastrophes naturelles, etc., ou qui vivent dans un contexte d'urgence ou une situation d'adversité, violence chronique, trouvent leur bien-être affecté. D'ailleurs, beaucoup d'acteurs humanitaires essaient de mesurer cet impact négatif sur le bien-être psychosocial.
Cette fleur de bien-être est une adaptation d'un article écrit par Williamson, John et Robinson qui a été publié en 2006. À droite, c'est un graphique que certains d'entre vous, je l'espère, connaissent, car il est tiré de l'article Santé mentale et soutien psychosocial communautaire pour les enfants et les familles en situation humanitaire de l'UNICEF. Ce guide opérationnel est sorti en 2018 et vous pouvez voir qu'il s'appelle le modèle socio-écologique. Au centre de ce modèle, vous pouvez voir qu'il y a l'enfant et puis il y a 3 aspects autour de l'enfant qui sont en fait assez étroitement liés à la fleur du bien-être sur le côté gauche. Il y a un développement cognitif, un développement physique de l'enfant et le développement social, spirituel et émotionnel de l'enfant. Et tous ces aspects sont importants pour que l'enfant ait un sentiment positif de bien-être, se développe et suive un cheminement de développement normal et une enfance normale. Cet enfant, dans le cercle vert, vous pouvez voir qu'il est entouré de la famille ou du tuteur. Il est impératif que les enfants aient un tuteur permanent, que ce soit leurs parents biologiques ou non, qui soit là pour les accompagner tout au long de leur enfance et pour être en mesure de les guider et de s'assurer qu'ils ont un développement normal et aussi de leur assurer la protection et leurs besoins fondamentaux. La première source d'amour, d'attention et de soins vient de la famille, que ce soit dans un contexte d'urgence ou en dehors. Et en particulier pour les jeunes enfants, c'est-à-dire les nourrissons, donc les enfants d'âge préscolaire, généralement entre 0 et 3 ans ou de 0 à 4 ans, leur famille est leur principal objectif. Ce sont les lunettes qu'ils portent pour pouvoir voir et accéder au monde extérieur. Le cercle jaune représente la communauté et dans de nombreux contextes humanitaires, la communauté est un système de soutien fondamental pour un enfant. Vous avez probablement entendu le proverbe qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». En fait, la communauté comprend également des centres communautaires pour l'enfant, par exemple des clubs de jeunes ou des clubs parascolaires, ou des espaces sûrs ou d'activités, lesquels se trouvent dans ces camps. La communauté, c'est également les espaces d'éducation non formels, ainsi que la scolarité formelle, fondamentalement importante pour le développement éducatif et cognitif de l'enfant. L'aspect communautaire est souvent fragmenté dans des contextes humanitaires, en particulier dans les situations de conflit, où nous avons tendance à voir des communautés se séparer. La communauté favorise également l'accès aux ressources aux parents et aux tuteurs en relation avec l'enfant. Ainsi, par exemple, il existe des groupes mères-bébés, en particulier pour les jeunes mères ou les nouvelles mères qui allaitent, par exemple, et qui ont besoin d'encouragement pour continuer à allaiter afin de soutenir leurs enfants. Il existe également des associations parents-enseignants autour de l'école, ou l'implication des parents ou des tuteurs autour d'espaces d'activité ou des clubs de jeunes. De même, il peut s'agir d'activités sportives comme un club de foot ou d'un club de basket. Puis, le cercle final, c'est la culture et la société. Et c'est généralement l'interprétation plus large et le point de vue des enfants dans ce contexte particulier de la société. Ainsi, la façon dont l'enfance est perçue et la manière dont les enfants sont perçus dépendent fortement du contexte et sont souvent inscrites dans les lois du pays. Ainsi, l'âge légal d'un enfant, par exemple, à quel âge une personne peut se marier, à quel âge une personne peut conduire une voiture, à quel âge devient-elle légalement responsable. Et cela inclut également les politiques gouvernementales envers les enfants. Par exemple, les prestations de sécurité sociale et les règles régissant le placement d'un enfant dans une famille d'accueil ou un dispositif de prise en charge alternatif, et cela inclut des infrastructures rendant ainsi les villes accueillantes pour les enfants. Ainsi, par exemple, avoir des zones où un enfant peut marcher et jouer en toute sécurité loin de la circulation, avoir des aires de jeu particulières, des cadres d'escalade par exemple, ou des parcs de jeux pour enfants, ainsi que l'investissement du gouvernement dans son éducation formelle et sociale, ou dans les systèmes de protection sociale. En plus, vous pouvez constater qu'il y a 2 cercles autour, à gauche et à droite de ce modèle socio-écologique concentrique, et ceci en relation avec les facteurs de risque et les facteurs de protection.
Donc, dans tous les cas, de la famille et du tuteur au niveau de la communauté et en passant par la culture et la société, toutes ces couches, ce qui peut être comme cueillir une fleur ou retirer la coquille d'un œuf ou éplucher une orange, ils peuvent à la fois être un facteur de risque. Ainsi, une famille peut être la source principale de maltraitance, de négligence ou de discrimination que subit un enfant. Par exemple, si l'enfant a un problème de santé mentale et que l'enfant est enchaîné ou gardé à la maison et caché par honte par la famille ou par souci de le protéger, cela met en risque la vie de cet enfant. Même cas au niveau de la communauté. Vous pouvez aussi observer une stigmatisation ou de l'ostracisme de la communauté envers un enfant. Par exemple, les enfants qui ont pu autrefois être impliqués dans des groupes armés peuvent être refusés, rejetés par leur famille ou leur communauté pendant plusieurs années. Par contre, ces trois couches peuvent être de puissants facteurs de protection. Et l'idée est de rendre ces couches aussi protectrices que possible pour un enfant tout au long de l'enfance. Donc, à partir du moment où l'enfant est né, jusqu'à l'âge de 18 ans et à l'âge adulte, et pour minimiser les facteurs de risque autour de l'enfant, que ce soit au niveau de la famille, de la communauté ou de l'environnement culturel et social autour de l'enfant. C'est aussi créer l'égalité et l'accès aux services et au soutien dont l'enfant a besoin pour se développer sainement et avoir une enfance en bonne santé. Donc, j'ai un peu parlé du terme SMSPS, ou santé mentale et soutien psychosocial. Mais que signifie-t-il exactement ? En fait, la définition présentée dans les directives de l'IASC de la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d'urgence est double. Premièrement, il s'agit de protéger et de promouvoir le bien-être psychosocial et ou de prévenir et de traiter les problèmes de santé mentale. C'est un terme composite et indissociable. Ainsi, vous pouvez voir qu'en bas, il y a une flèche indiquant un spectre, et à gauche du spectre, nous avons ce qu'on appelle le bien-être psychosocial positif. Cela est très lié à la diapositive précédente où je vous ai montré la fleur du bien-être et le modèle écologique social. À tous les stades de la vie, chacun a son bien-être, que ce soit dans le sens positif ou négatif. Ainsi, le bien-être psychosocial positif est à la fin du spectre. Lorsque des situations d'adversité se produisent et ou que des urgences éclatent dans un pays particulier, par exemple une catastrophe naturelle, des troubles civils, cela peut également être une catastrophe technologique comme un déversement d'un produit chimique, et cela peut aussi être un conflit à part entière. Vous voyez que les gens commencent à développer ce que nous appelons un problème psychosocial ou une détresse psychologique liée à l'urgence qui s'est produite. Donc cela est généralement causé par l'environnement externe ou le contexte dans lequel cette personne s'était retrouvée. Si ce problème n'est pas résolu, que ce soit par des soins et soutiens au niveau de la famille, de la communauté ou au niveau individuel, cet enfant et son soignant peuvent développer un problème de santé mentale commun. Or, un problème de santé mentale courant comprend entre autres la dépression, l'anxiété, en particulier chez les adolescents. Cela peut provoquer des sentiments de forte impuissance et de désespoir qui peuvent conduire à ce qu'on appelle des troubles émotionnels ou des problèmes de santé mentale liés aux émotions. Cela touche également les enfants et leurs soignants aux prises avec la dépression ou l'anxiété avant même que l'urgence ne se produise, pour une raison quelconque dans leur vie, et dont le traitement a été interrompu pendant leur prise en charge en raison de l'urgence survenue. Ainsi, par exemple, ils peuvent ne pas être en mesure d'accéder aux services. Vous pouvez également avoir des enfants avec des problèmes de santé mentale courants dès la naissance, et par exemple, un enfant peut naître avec une déficience intellectuelle, et où un enfant peut continuer à se développer et être atteint d'un trouble du spectre autistique, ou un enfant trisomique ou souffrant d'épilepsie dès le plus jeune âge. So, for example, a child might be born with an intellectual disability, or a child might go on to develop
Si toutes ces maladies ne sont pas traitées ou s'il y a eu un traumatisme extrême et de détresse subi par l'enfant et son tuteur, ils peuvent donc développer ce qu'on appelle un problème de santé mentale sévère. Et cela inclut entre autres la dépression sévère ou le trouble bipolaire qui commence généralement à la fin de l'adolescence, où quelqu'un peut connaître des épisodes d'état extrême ou de manie et des épisodes de tristesse ou de dépression sévère. Or bipolar disorder, where it usually starts in late adolescent years, where someone can have episodes of extreme activity or mania and episodes of extreme sadness or depression. It also includes epilepsy if it's not well controlled. And it also includes Il en est de même de l'épilepsie si elle n'est pas bien traitée. Et cela comprend également les problèmes liés aux troubles schizophréniques du psychosystème. Et surtout dans les situations d'urgence, il peut également inclure des conditions complexes liées à un traumatisme tel que le trouble d'état et de stress post-traumatique qui peut également survenir chez les adolescents ainsi que chez les tuteurs ou les parents. Les conditions graves de santé mentale peuvent aussi apparaître dès la naissance ou être induites ou causées par une urgence particulière ou une situation d'adversité, surtout si un enfant a souffert de négligence ou d'abus extrêmes, que ce soit abus sexuels ou violence physique. Mais elle peut aussi être causée par exemple par des enfants toxicodépendants. Maintenant, l'essentiel est qu'il s'agit d'un spectre, alors que les enfants et les parents tuteurs peuvent reconnaître les couleurs du spectre tout au long de leur vie et ils pourraient se rétablir ou être à nouveau exposés à une autre urgence et glisser plus loin vers un problème de santé mentale ou une détresse psychologique et par la suite ils pourraient se rétablir. Donc c'est un spectre. Nous ne pouvons pas séparer la santé mentale du soutien psychosocial. Il s'agit d'accompagner cet enfant, son tuteur et sa famille dans les situations et les conditions qu'ils vivent. Il n'existe aucune limite, aucun seuil où nous renonçons à notre responsabilité envers cet enfant, cette famille ou ce soignant. Les acteurs de la protection de l'enfance ont une responsabilité, indépendamment de l'enfant ou de la famille qui se présente à eux. Et vous avez aussi des enfants qui vivent avec des handicaps qui peuvent être des handicaps physiques, parfois en relation avec le conflit, par exemple, à cause des engins non explosifs comme les mines terrestres. Et vous pouvez également avoir des enfants avec des handicaps psychosociaux, comme mentionné précédemment, telle une déficience intellectuelle. Les enfants handicapés, malheureusement, ont constamment du mal à accéder aux services et ils fournissent constamment des efforts pour accéder aux services fournis par les acteurs humanitaires. Et le revers de la médaille est que ces derniers, services fournis par les acteurs humanitaires, ne sont pas suffisamment inclusifs pour les enfants handicapés et leurs parents ou tuteurs. En fait, ils sont sous notre responsabilité. Si nous gérons un espace d'activité pour enfants, si nous gérons un club de jeunes ou un groupe mère-bébé, nous devons être en mesure de travailler avec les deux catégories. Les mères et les enfants qui ont un sentiment positif de bien-être psychosocial, qui gèrent bien l'ensemble d'états d'âme, représentés à travers le prisme du spectre, et les enfants, leurs soignants et leurs familles, qui ont aussi des problèmes de santé mentale graves et des handicaps. Il n'y a donc pas de limite et il n'est pas possible de séparer la santé mentale du soutien psychosocial. C'est un spectre et c'est la responsabilité de tout un chacun. Vous connaissez peut-être cette pyramide. Ça s'appelle pyramide des interventions. Ce terme provient des directives de l'IASC, Comité scientifique international de l'Arctique, sur la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d'urgence. Cette pyramide est en relation directe avec l'un des principes directeurs clés du guide et les lignes directrices concernant les supports à plusieurs niveaux. Vous pouvez voir ici qu'il y a 4 niveaux sur cette pyramide et vous devez imaginer que la pyramide a un 100% en bas. Si vous devez tracer une ligne sur l'axe vertical, il y a donc 100% qui est à la base et vous n'aurez aucun pourcentage en haut, donc tout en haut du triangle. En bas, il y a le vaste bas niveau de la pyramide. Et ce bas niveau signifie que 100% de la population devrait y avoir accès.
Ce sont des considérations sociales dans les services de base et la sécurité. C'est ce qu'on appelle parfois l'intégration de la protection ou l'intégration du bien-être psychosocial. C'est souvent une autre terminologie. Les acteurs de la VBG l'appelleraient l'intégration de la VBG. Les résultats sont tous les mêmes. Il faut s'assurer que les services de base fournis par tout acteur humanitaire ou tout acteur dans un contexte humanitaire garantissent que les services sont sécurisés, qu'ils sont socialement appropriés à la communauté dans laquelle les acteurs prétendent intervenir et assurent aussi la dignité des bénéficiaires. Les acteurs de la protection évaluent généralement en termes de droits, tandis que les acteurs psychosociaux évaluent généralement en termes de bien-être psychosocial. Mais l'approche est exactement la même. Il s'agit donc de s'assurer que votre programme d'hygiène et de l'assainissement de l'eau est sûr, socialement approprié et qu'il protège la dignité et le bien-être. Il faut s'assurer que votre distribution alimentaire et votre distribution de produits non alimentaires soient également sûrs, socialement appropriés et protégeant la dignité et le bien-être. Ces activités ne sont généralement pas menées par des acteurs de la protection de la SMSPS, mais c'est de notre responsabilité de soutenir et de plaider auprès d'autres secteurs afin de garantir leurs programmes nuisent et ne causent pas de détresse supplémentaire aux populations qui sont déjà en difficulté. Donc 100% d'une population est touchée. Le niveau suivant est celui du renforcement de soutien communautaire et familiaux. Et c'est à ce niveau que de nombreux programmes de protection de l'enfance sont menés et les réseaux sociaux sont activés. Donc si vous vous souvenez, revenons à la fleur du bien-être et au modèle socio-écologique, vous observez beaucoup la couche des aidants naturels et la couche communautaire qui sont très importantes. Donc c'est toute la culture, toutes les traditions, les espaces et les espaces d'activité, les clubs de jeunes, les clubs parascolaires, les associations des parents d'élèves, vos groupes religieux, la possibilité d'aller à la mosquée ou au temple, les espaces de groupe consacrés aux mères bébés. Aussi, ils fournissent cet espace physique où les communautés peuvent se rassembler, où elles peuvent commencer à se soutenir mutuellement, où elles peuvent discuter de leurs problèmes, elles peuvent recevoir des séances de sensibilisation, elles peuvent mener des activités elles-mêmes, développer de nouvelles compétences et recevoir aussi un soutien émotionnel supplémentaire, peut-être de la part de leur père ou d'une autre mère ou d'un autre père par exemple. Il est crucial de favoriser les interactions sociales, lesquelles sont importantes pour le développement sain de l'enfance. And you also need to have community supported, and that's critical in emergency contexts where communities tend to be very fragile. Environ 75% de la population en a besoin. En outre, les considérations sociales et les services de base et de sécurité, les familles et les urgences doivent également renforcer leur unité en tant que famille, partant des interventions familiales systémiques, et vous avez également besoin d'un soutien communautaire, ce qui est essentiel dans les contextes d'urgence ou de communautés où les communautés ont tendance à être très fragiles. Le niveau suivant relève un défi. Il s'agit de soutien non spécialisé ciblé, soutien individuel ou de groupe. Ce niveau est destiné aux personnes qui risquent de développer une détresse psychologique et qui risquent de développer un problème ou une maladie de santé mentale communes ou qui ont déjà un problème commun de santé mentale, par exemple la dépression ou l'anxiété, et elles ont besoin vraiment de traitement et de soutien. Ce niveau inclut les enfants déjà handicapés avant l'urgence ou ceux qui le sont devenus après avoir marché sur une mine, par exemple, et qui ont besoin de soutien et d'adaptation à ces nouvelles circonstances de vie. Ce niveau comprend un soutien émotionnel, pratique et psychologique assuré par des travailleurs sociaux et des enseignants communautaires, ainsi que des activités comme la gestion des cas, donc pour les cas de protection de l'enfance, qu'il s'agisse d'enfants associés à des groupes armés, d'enfants en conflit avec la loi ou d'enfants en détresse, les enfants séparés de leur famille, etc. Toutes ces activités, effectuées par des travailleurs sociaux ou des gestionnaires de cas, sont incluses à ce niveau. Et cela comprend également les soins de santé mentale de base dispensés par des médecins et des infirmières en soins de santé primaire. À ce niveau, vous trouverez également un soutien aux parents ou aux tuteurs, en particulier aux parents et aux tuteurs d'enfants handicapés,
Donc par exemple des groupes de soutien ou des réseaux de pairs également. En fait, ce qui est important, c'est que les activités à ce niveau viennent renforcer la cellule familiale et la communauté et en plus garantir que les services de base et la sécurité sont fournis d'une manière sûre, digne et appropriée. Le niveau le plus élevé de la pyramide d'intervention est consacré aux services spécialisés. Certaines agences appellent cela des services cliniques, et il s'agit de soins de santé mentale, des soins cliniques dispensés par des spécialistes de santé mentale, dont des infirmières psychiatriques, psychologues, psychiatres et psychothérapeutes. À ce niveau, vous considérez la prise en charge des personnes souffrant des problèmes de santé mentale plus graves et cela peut également impliquer une forme de prise en charge pour les personnes handicapées, comme par exemple l'épilepsie ou la déficience intellectuelle chez les enfants. Donc ces services spécialisés, au sommet de cette pyramide d'intervention, se trouveraient à l'extrémité droite du spectre, là où nous avons parlé de graves problèmes de santé mentale et d'handicap. Encore une fois, le bien-être psychosocial positif dépend beaucoup des services de base et de la sécurité. Ce spectre pourrait également être mis à côté de cette pyramide que vous pouvez voir devant vous. Et maintenant, le défi que relève cette pyramide est que lorsque nous travaillons en situation d'urgence, ces 4 lignes de démarcation ne sont pas assez claires, et je vais simplement continuer à vous le démontrer maintenant. En effet, les acteurs de santé et la nutrition ont tendance à travailler. En effet, les acteurs de la santé et de la nutrition ont tendance à travailler à ces niveaux. Il peut s'agir par exemple d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère, dans un centre d'alimentation thérapeutique par exemple, dans des situations d'urgence dues à la sécheresse ou dans des situations d'urgence dues à la malnutrition ou dans des situations d'urgence où le conflit a entravé ou a empêché l'accès à la nourriture et aux cultures. Et cela peut également inclure des catastrophes naturelles où les récoltes d'une année entière ont été endommagées par une catastrophe naturelle, entraînant la malnutrition ou la sécheresse. Les acteurs de la lutte contre les mines et de la protection communautaire travaillent à ces niveaux. Les acteurs de la protection de l'enfance travaillent à ces niveaux. Les acteurs de la VBG travaillent eux aussi à ce niveau. Le défi est donc que tous ces acteurs soient capables de coordonner leurs efforts et de travailler ensemble, car vous devez être en mesure de fournir un soutien à un enfant qui pourrait être un survivant de violences sexuelles, donc cela pourrait être lié à la VBG, ou ça peut être aussi un problème de protection de l'enfance et avoir aussi fortement besoin de soutien en santé mentale et psychosociale. De même, vous pourriez avoir un enfant qui a marché sur une mine. Cela nécessite des services de réadaptation, un accès aux soins de santé, un accès à un travailleur social pour l'aider, à un réajustement de mode de vie et pour l'aider à se réintégrer dans la communauté. Cela nécessite également un soutien aux moyens de subsistance, surtout si l'enfant constituait peut-être un soutien pour la famille. Encore une fois, pour les acteurs de la santé et de la nutrition, vous pouvez avoir des enfants souffrant de troubles mentaux graves, tels que l'épilepsie, qui ont besoin d'un accès aux services cliniques. Et comme l'épilepsie est souvent stigmatisée dans de nombreuses communautés où nous travaillons, cet enfant pourrait ne pas être scolarisé ou pourrait être négligé ou harcelé à l'école ou exclu de la base d'activité pour enfants dans le camp. C'est donc aussi un problème de protection de l'enfance, car l'enfant n'est pas scolarisé et il est victime d'harcèlement et d'ostracisme, soit par sa famille, soit par la communauté. Ainsi, la question clé est d'établir une coordination entre tous les acteurs, car la SMSPS ne s'accommode pas avec les différents secteurs, quoique fortement inhérente à chaque secteur. Et ce graphique montre également, cette pyramide montre également que les référents sont essentiels pour l'enfant, pour le tuteur et pour leur famille dans tous les domaines. Donc en orientant une famille qui pourrait avoir des difficultés avec la nourriture par exemple, les moyens de subsistance, en l'orientant pour voir si elle peut recevoir un panier de nourriture supplémentaire ou pour voir si elle peut obtenir une distribution supplémentaire de NFI. C'est une considération asociale des services de base et de sécurité. Cette même famille peut avoir besoin d'entrer en contact avec d'autres familles ou de s'engager dans la communauté. Elle peut donc avoir besoin d'être accompagnée pour assister aux activités du centre communautaire ou pour encourager l'enfant à retourner à l'école ou être impliqué dans l'éducation non formelle ou dans un espace d'activité.
Les parents peuvent avoir besoin d'aide pour gérer le comportement de cet enfant à la maison, en particulier si l'enfant est perturbateur ou agressif, et donc fournir un soutien parental plus direct et un soutien familial au niveau du ménage. Les enfants handicapés et les parents tuteurs ont souvent besoin de soutien à domicile, ce que nous appelons des soins à domicile, et cela relèverait également du renforcement du soutien familial et communautaire. Surtout si nous essayons de réintégrer cette famille dans la communauté, les enfants qui ont accès aux colis de produits non alimentaires, aux aliments supplémentaires et qui pourraient requérir plus de soins à domicile ou auraient besoin de parents capables de les conseiller, de les encourager à retourner à l'école ou capables de gérer l'enfant agressif. Si cet enfant se montre particulièrement difficile ou malheureux pour ses parents, ou s'il peut développer des symptômes plus graves ou des problèmes plus graves, donc cet enfant pourrait avoir besoin d'un soutien plus spécialisé d'un travailleur social. Ainsi, vous pourriez assigner cette mission à un travailleur social ou un gestionnaire affecté à cette famille. Nous devrions nous concentrer sur cette intervention du niveau 3. Et de même, si cet enfant a été victime d'un traumatisme grave, à savoir une violence sexuelle, et qu'il ne s'en remet pas, il pourra avoir des flashbacks ou se tourner vers la drogue ou l'alcool pour oublier ce qui lui est arrivé, ou il peut être un enfant précédemment associé à des groupes armés qui est devenu dépendant d'une substance, par exemple l'amphétamine. Cet enfant aura probablement besoin d'une forme de service clinique et d'un soutien formel d'un spécialiste en santé mentale, d'un psychologue, d'une infirmière psychiatrique ou d'un psychiatre. Donc l'essentiel est que la famille et l'enfant, comme au spectre de la diapositive précédente, doivent pouvoir être déplacés de haut en bas de la pyramide d'intervention, comme nous l'appelons, et par conséquent cela nécessite une orientation et une connaissance des services disponibles dans cette communauté particulière. Si vous vous souvenez de la communauté, puis du niveau suivant, où le niveau société figurant sur le modèle écologique social. En tant qu'acteur de la protection de l'enfance, vous devez savoir ce qui est disponible, non seulement en matière de protection de l'enfance, mais ce qui est disponible dans le domaine de la santé, ce qui est disponible dans l'action contre les mines, ce qui est disponible dans les services liés à la VBG, dans la gestion des camps, dans la nourriture, dans les produits non alimentaires, et bien parce que vous devez être en mesure d'orienter et d'accompagner les tuteurs des enfants et les familles qui ont besoin de soutien. Comme ils ont besoin d'un soutien peut-être plus spécialisé ou plus intégré, comme l'accès aux services de base et à la sécurité. Alors souvenez-vous du spectre du bien-être psychosocial positif, des problèmes psychosociaux ou de la détresse psychologique, des problèmes de santé mentale courants et des problèmes de santé mentale graves et des handicaps, et de votre capacité à orienter et soutenir et accompagner un enfant, un tuteur et une famille tout au long du spectre et aussi en tenant compte de cette pyramide. Maintenant, quelles sont les compétences et les qualités des agents de santé mentale et psychosociaux communautaires de première ligne? L'essentiel est qu'ils possèdent généralement une des qualifications professionnelles formelles. Par exemple, ils peuvent être des enseignants, des travailleurs sociaux. Par exemple, ils peuvent avoir un baccalauréat ou une maîtrise en travail social, puis se spécialiser en travail social dans le système judiciaire, ou avec les enfants, ou avec des survivants de violences sexuelles, ou avec des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Il existe effectivement différentes spécialités au sein du travail social. Ainsi, la qualification professionnelle et celle de l'éducation professionnelle sont très importantes pour ce travail, et surtout l'éducation liée aux enfants. Et c'est parce qu'il est très important que les agents de protection de l'enfance et les travailleurs communautaires SMSPS aient une compréhension approfondie du développement de l'enfance. Qu'est-ce qu'un développement sain de l'enfance? Qu'arrive-t-il au cerveau d'un enfant en mesure qu'il se développe? Comment aménager le contexte ou l'environnement pour stimuler un développement cérébral normal? Et cela est important parce que vous devez savoir quand ce développement n'est pas normal et quel soutien supplémentaire pourrait être nécessaire pour cet enfant, son tuteur ou sa famille, et aussi à quoi ressemble un enfant en détresse ou un enfant exposé à une détresse extrême ou à un traumatisme en cas d'urgence. À quoi cela ressemble-t-il? Comment cela affecte-t-il son développement, le développement normal de son cerveau et aussi son développement social, aussi bien qu'émotionnel?
Ainsi, il existe diverses professions qui jouent un rôle et peuvent être appelées travailleurs communautaires de première ligne en santé mentale et psychosociale. Toutes ces professions sont importantes. Donc, vous avez des travailleurs sociaux, des enseignants, des psychologues dans certains contextes, des animateurs d'activités, des chefs de groupe de jeunes, des travailleurs de la santé. Cela inclut vos infirmières, vos médecins, vos infirmières psychiatriques qui pourraient avoir une spécialité du travail avec les enfants. Encore votre psychiatre, vous avez des psychiatres qui sont des psychiatres d'enfants et d'adolescents qui se spécialisent dans le travail avec des personnes de moins de 18 ans. En outre, les nutritionnistes sont essentiels, en particulier dans les situations d'urgence, car souvent, les nutritionnistes et les infirmières sont ceux qui ont le plus d'interaction avec les enfants en bas âge aux côtés de leurs parents. Donc les enfants dans les centres d'alimentation nutritionnelle, les enfants souffrant de malnutrition aiguë. Aussi, les leaders religieux jouent un rôle très important et où les leaders communautaires dans la santé mentale communautaire et le travail psychosocial, car ils sont importants en termes d'organisation de cérémonies d'initiation, des cérémonies culturelles, si vous vous souvenez de la fleur du bien-être, donc par exemple les célébrations, les mariages, les funérailles, les moments malheureux, mais aussi sont capables d'accompagner et de guider une communauté dans une période particulièrement difficile, comme un conflit ou des troupes civiles. Les chefs religieux et communautaires sont souvent les mentors de nombreux jeunes et adolescents, en plus des enseignants. Ainsi, ils jouent un rôle important en tant qu'intervenants communautaires SMSPS de première ligne. Et ceci est ma dernière diapositive, et je veux juste vous donner quelques petits extraits, quelques ressources où vous pouvez trouver plus d'informations. Dans la bulle en bas, à gauche, j'ai indiqué 3 sites web où vous pouvez trouver plus de ressources. Le premier est smsps.net. Il s'agit d'une immense plateforme de réseautage interactif avec plus de 3500 membres qui est très axée sur la communauté et est disponible en anglais, français, arabe et espagnol. Et dispose également de nombreuses ressources en plusieurs langues, par exemple en ourdou, tamoul, singalais, kiswahili, ainsi qu'en portugais et italien par exemple, et en darsi et farsi. Le second concerne la page web du groupe permanent interagent sur la santé mentale et le soutien psychosocial au sein du secrétariat, et aussi le site web Child Protection Aware, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Vous pouvez voir que les publications en haut sont en relation avec les directives originales de 2007. Elles ont été publiées, elles sont disponibles en plusieurs langues et nous avons également un guide d'évaluation plus rapide qui comprend 3 outils. Entrevues clés et formelles avec des dirigeants communautaires, des chefs religieux et des enseignants par exemple. Comment interroger avec tact des personnes vivant avec une communauté atteinte de troubles mentaux, et aussi des questions pour une discussion de groupe ciblée que vous pourriez souhaiter faire avec des enfants de différents âges, y compris des discussions de groupe ciblés avec les parents et les soignants. En continuant sur cette rangée du haut, vous avez également un livre célèbre maintenant qui s'appelle « Mon héros, c'est toi », qui est sorti cette année en mars et qui est particulièrement lié à la pandémie de Covid-19. Et c'est particulièrement pour les enfants eux-mêmes et pour que les familles lisent à la maison dans leur abri. Il est disponible dans plus de 127 langues différentes et est également en cours d'adaptation dans des spectacles de marionnettes, des drames radiophoniques, des pièces radiophoniques, dans des livres audio en plusieurs langues. Il existe également une version d'animation et il est disponible en braille et en langue des signes, en plusieurs signes différents, langues aussi. Vous connaissez très probablement le guide de l'UNICEF sur la santé mentale communautaire et le soutien psychosocial dans les contextes humanitaires, paru en 2018 et d'où vient le modèle socio-écologique. Nous avons également un formulaire de référence et une note d'orientation qui vous indique comment faire la cartographie des services, un exemple ou un formulaire de référence modèle pour savoir comment vous pouvez orienter un enfant, une famille ou un soignant vers des services supplémentaires, à quelque niveau que ce soit de la pyramide d'intervention. Ils ont besoin de ces services.
Et il vous indique également comment développer un réseau de référence entre les agences au niveau national pour faciliter les orientations. Les deux derniers documents, celui du cadre commun de suivi et d'évaluation que nous mettons actuellement à jour, nous espérons avoir une mise à jour qui sortira à la fin de cette année, fin 2020. Et il vous donne une liste d'indicateurs et les résultats, ainsi que les objectifs et les indicateurs de niveau d'impact pour vous aider à évaluer vos programmes de santé mentale et de soutien psychosocial dans les situations d'urgence. Donc, beaucoup pour les planificateurs de programmes et pour le suivi du personnel des évaluations au sein de vos organisations respectives. Et enfin, nous avons un document appelé compétences psychosociales de base. Encore une fois, cela a été produit par rapport à la pandémie Covid-2019. Il est sorti cette année, mais il s'adresse surtout aux agents de santé mentale et de soutien psychosocial de première ligne de la communauté et à toute personne en contact avec la communauté avec une population affectée. Ainsi, vous pouvez voir qu'il y a une grande variété de visages et de professions sous la couverture. Donc, il est censé combler ce fossé entre les premiers soins psychologiques et ce que vous faites si vous avez besoin de soutenir davantage une famille ou un enfant qui s'occupe de la communauté à plus long terme. Donc, en ce qui concerne la pandémie de Covid-19, elle a commencé en décembre-janvier et elle continue maintenant, et nous sommes maintenant en septembre. Ainsi, les premiers secours psychologiques sont généralement une première ligne ou une première intervention. Mais que se passe-t-il si vous devez accompagner quelqu'un plus longtemps et quotidiennement ou si vous interagissez quotidiennement avec les populations touchées? Donc ça s'adresse à la police, aux commerçants, aux chauffeurs-livreurs, aux infirmières, aux agents de santé communautaire, aux agents des frontières et c'est aussi aux enseignants, aux jeunes leaders qui gèrent et soutiennent également les communautés durant le confinement. Ce sont donc des compétences psychosociales de base qui vont au-delà des premiers secours psychologiques. Et encore une fois, nous recommandons à tous les intervenants communautaires de première ligne en santé mentale et en soutien psychosocial de se familiariser avec le DIGID, et cela inclut vos enseignants, votre protection sociale et les secteurs de l'éducation, de la justice, ainsi que d'autres organisations ou secteurs, en particulier travaillant, par exemple, sur la coordination et la gestion des camps ou dans le secteur de la nutrition également, par exemple. Or in nutrition sector as well, for example. And this was the last slide. So I shall leave you. Thank you very much. C'était la dernière diapositive, je vais donc vous laisser. Merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que vous serez en mesure de puiser dans les ressources et d'apprendre davantage. Il y en a beaucoup, mais j'espère que nous les avons également organisées de manière simple et intuitive. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne nuit.